Valérie Pécresse qui propose donc de supprimer 150 000 postes de fonctionnaires dans l'administration. Cette promesse est-elle tenable? On en parle avec vous, Marc Vigneault. Bonjour Marc. Bonjour David. Journaliste au point, on ne va pas se mentir, c'est une promesse, c'est un engagement qu'on a souvent entendu à droite, mais qui a rarement, voire pas du tout, voire jamais été réalisé. Exactement. Quand on se penche un petit peu sur les chiffres, on se rend compte que ces dernières années, le nombre de fonctionnaires, ces dernières décennies, le nombre de fonctionnaires a constamment progressé, y compris pendant les périodes où la droite était au pouvoir. Même Nicolas Sarkozy, souvenez-vous, qui avait fait... Ah non, en son temps, il a supprimé, je crois, plus de 100 000 postes de fonctionnaires. Oui, tout à fait. Alors, il avait justement mis l'accent là-dessus. Il voulait supprimer un nombre conséquent de fonctionnaires. Il avait lancé sa fameuse RGPP avec le non-remplacement d'un fonctionnaire sur deux. Au final, ça a abouti à effectivement des suppressions de postes dans la fonction publique d'État, mais comme en parallèle... Combien Alors, combien de postes dans la fonction publique d'État? À peu près 136 000. Ont été supprimés. D'accord, donc oui. Objectif atteint. Sauf que pendant ce temps, dans les collectivités locales et dans les hôpitaux, les effectifs continuaient à progresser. Ouais. Au final, le bilan, c'est un solde positif de fonctionnaires. C'est plus 17 000 fonctionnaires pendant son mandat. C'est le chiffre effectivement le plus faible, mais n'empêche que même avec cet effort sans précédent, qui aujourd'hui aboutit, qui est critiqué d'une certaine manière, parce qu'il a taillé des effectifs dans l'armée, dans la police, et donc maintenant il faut recréer des effectifs dans ces domaines où tout le monde considère qu'ils ont été négligés et où c'est assez consensuel de recréer un nombre important de postes. Donc il faut relativiser. Si c'est un succès pendant quelques années, puis qu'après il faut aussitôt recréer les postes parce qu'on manque d'effectifs, c'est pas durable et donc ça n'a pas grand intérêt. Donc on voit que c'est extrêmement difficile. Limite impossible, puisqu'aucun président n'a réussi sur l'ensemble des trois fonctions publiques. D'ailleurs, Emmanuel Macron, en début de mandat, voulait supprimer 120 000 postes de fonctionnaires, dont je crois 50 000 dans la fonction publique d'État. Et au final, il aura au mieux, je crois, stabilisé les effectifs, non ? Oui, même les chiffres montrent que jusqu'à 2019, parce que les données 2020 là, arrivaient, je crois, hier ou aujourd'hui, de 2017 à 2019, il y a plus 87 000 fonctionnaires quand on compte les hôpitaux, les administrations de sécurité sociale, la fonction publique d'État et la fonction publique locale. Donc effectivement, on en est assez loin. C'est un engagement politique de la part de Valérie Pécresse parce qu'il y a un congrès. Donc c'est une proposition, on se dit, destinée aux militants, les républicains, qui vont voter en congrès le 4 décembre pour élire le candidat de la droite qui ira défier... Non, pas forcément. D'ailleurs, il faut juste préciser qu'on parle de fonctionnaires par commodité, mais c'est agents publics parce qu'il peut y avoir des contractuels. Donc il n'y a pas que des fonctionnaires. Il y a de plus en plus de contractuels dans la fonction publique. Mais elle n'envoie pas un message aux militants en disant voilà... Oui, bien sûr, elle envoie un message. Évidemment, elle envoie un message aux militants, mais on se rappelle de la campagne de 2017, François Fillon, qui était le candidat de la droite, il disait 500 000. Donc on est passé de 500 000 Juppé était à 250 000. Oui, voilà. Alors Juppé était à 250 000. Donc on voit que, en fait, les candidats se rendent compte que, à la fois, c'est peut-être nécessaire dans leur vision et pour faire des économies sur la dépense publique, et en même temps que c'est très dur à faire. Donc ils revoient à la baisse leurs promesses et ils excluent des pans entiers de la fonction publique. Là, Valérie Pécresse, maintenant, elle dit on va supprimer ces postes dans l'administration administrante. Voilà, il faut m'expliquer ce concept d'administration administrante. Alors justement, Valérie Pécresse ne l'a pas vraiment expliqué. On sait que Si, elle a dit des fonctionnaires qui gèrent des normes et des procédures. Oui, sauf qu'en fait, on se rend compte que quand on fait le compte du nombre de fonctionnaires en administration publique centrale, ce qu'on appelle l'administration publique centrale, qui gèrent des normes et des procédures, en fait, ils sont très très peu comparés à l'immense majorité des effectifs. Je n'ai plus exactement les chiffres en tête, mais je pourrais les retrouver. L'immense majorité des effectifs sont des agents sur le terrain et il est très très difficile de savoir si un fonctionnaire est vraiment... tous les fonctionnaires gèrent un petit peu des normes et en même temps sont dans l'action sur le terrain, etc. Donc elle coupe où alors ? Pardon ? Elle coupe où ? Parce qu'elle nous dit qu'en gros, qu'elle sanctuarise police, éducation, santé. Donc elle revoit le périmètre de l'État. Elle coupe où ? Parce que c'est au-delà de l'affichage de la promesse. C'est la question qu'il faut lui poser et c'est là qu'elle répond administration administrante, qui est une réponse qui, pour l'instant, on peut le comprendre, mais c'est très préliminaire. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a peut-être des marges de manœuvre. Il y a notamment un think tank qui s'appelle les GRAC, qui ont écrit un livre avec un programme présidentiel. Eux, ils proposent de supprimer 250 000 postes de fonctionnaires à beaucoup de conditions.
et ils expliquent qu'on peut trouver des gisements de productivité, par exemple, toujours à Bercy, malgré ce que disent les syndicats, avec l'automatisation des procédures, avec la suppression de la taxe d'habitation. La taxe d'habitation, il y avait des dizaines de milliers d'agents, ou des milliers d'agents en tout cas, qui géraient la taxe d'habitation. Elle va être supprimée, sauf pour les résidences secondaires. Donc on peut se dire, avec le prélèvement à la source également, le pré-remplissage des feuilles fiscales, des déclarations de revenus, on peut se dire qu'il y a des gisements de productivité. Ce think tank parle aussi de réduire les effectifs de Pôle emploi quand le chômage baisse, parce qu'on ne peut pas sans arrêt dire il faut les augmenter quand le chômage explose, et c'est parfaitement légitime, sans jamais ensuite refaire redescendre les effectifs, parce que sinon il y a un problème d'efficacité, de gestion de suivi des chômeurs. Donc il parle de ça, il parle de l'organisation territoriale de l'État, donc l'État abandonne des compétences aux régions et aux départements, mais il continue à vouloir vérifier ce que font les régions, les départements, à faire les choses en parallèle. Donc en fait, on peut penser. Mais elle en parle de cette réforme de l'État, elle en parle de cette réforme du millefeuille territorial, elle évoque une du réforme, chevauchement des compétences. Bien sûr, elle dit je ferai une réforme de décentralisation avec suppression des doublons aussi, et des compétences. On l'a beaucoup entendu. Je rappelle que la réforme des grandes régions de François Hollande était censée aussi aboutir accessoirement sur des économies et sur des réductions d'effectifs. Donc on voit que dans la réalité, c'est beaucoup plus difficile. Oui, elle nous dit vouloir baisser la dépense publique sans dégrader le service public. Là, on se dit que ce n'est pas une évidence non plus, même s'il faudra voir ce qu'on fait nos voisins aussi. Si, on peut améliorer l'efficacité de la dépense, on peut tailler dans les effectifs tout en étant plus efficace. L'exemple du Canada dans les années 90 montre que c'est parfaitement possible. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de conditions, et en France, on sait que ces conditions sont difficiles à réunir. Donc, déjà, il faut préciser Ils ont eu la chance, les Québécois, enfin les Canadiens, c'est qu'à ce moment-là, il y avait dans les années 90 une forte croissance mondiale. Oui. Et ils ont eu aussi, je crois, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Il y a eu une devise aussi, leur devise qui a beaucoup baissé, ça a pu aider aussi. Alors oui, non mais là c'est plus c'est l'organisation du service public, donc c'est pas voilà. Mais ce qu'ils ont fait au Canada, c'est mais l'environnement macroéconomique était plus favorable. Oui, tout à fait. Non mais ils ont regroupé tout un tas de services qui aujourd'hui en France tout fonctionne en silo. Vous avez la Direction générale des finances publiques avec les contrôleurs des impôts, avec ceux qui vérifient les comptes des collectivités locales, avec tout un tas d'agents sur le terrain qui ont leurs propres implantations avec leurs propres locaux, etc. Et puis vous avez à côté, vous avez les URSSAF, à côté vous avez encore une autre administration. Et donc, une des pistes, ça serait ce que le gouvernement a commencé à faire, c'est de développer ce qu'on appelle des maisons de services publics avec des gens extrêmement généralistes qui seraient formés à peu près sur toutes les tâches de base, remplir des dossiers pour faire des demandes d'allocation familiale, remplir des dossiers, aider à remplir sa déclaration d'impôt, qui seraient répartis un peu partout sur le territoire, mais qui permettraient au final d'avoir moins d'agents, mieux répartis sur le territoire pour que les gens sentent que le service public est présent et qu'on leur permette de faire des tâches finalement assez basiques. Est-ce qu'on a besoin d'un spécialiste de la politique familiale quand il s'agit juste de remplir son dossier et de conditions de revenus qui sont en fait librement accessibles sur Internet? Donc il faut développer. C'est ce qu'a fait le Canada, donc avec des maisons qui s'appelaient Service Public Canada. C'était un chapeau unique, et donc, mais c'était un vrai regroupement des services dans des vrais lieux. C'était pas on prend quelqu'un qui va 2 heures par semaine et qui ne sait pas faire les démarches pour les autres services publics. Donc ça implique des réorganisations très importantes. Ce qu'il faut préciser, c'est que Valérie Pécresse, elle veut supprimer en fait 200 000 postes de fonctionnaires. Elle dit pour en avoir 150 000 en net, ça veut dire qu'elle va recréer des postes dans certaines administrations qu'elle juge prioritaires. Donc, c'est-à-dire que l'effort global est plus important, c'est 200 000. Et ce que montrent plusieurs rapports sur les suppressions de postes de fonctionnaires, c'est qu'il faut des outils déjà, donc, qui ont été créés par la loi de la transformation publique en 2019 pour faire des départs volontaires, pour que les agents aient envie de partir, parce qu'il faut trouver les agents qui partent. Il y a 100 000 départs à la retraite par an dans la fonction publique, mais sauf que ces 100 000 départs, ils ne sont pas répartis forcément où on veut supprimer les postes. Et donc on ne peut pas... Sinon on retombe sur l'écueil de l'époque de Nicolas Sarkozy qui a finalement supprimé des postes du fait du non-remplacement d'un sur deux. Ça avait été un petit peu plus subtil que ça, mais effectivement on peut retomber dans cet écueil. Donc en fait il faut
proposer des vastes plans de départ volontaire. C'était la volonté au début du quinquennat. Hein. Rappelez-vous Gérald Darmanin qui avait dit on va faire des plans de départ volontaires dans la fonction publique. Ça s'est perdu dans le quinquennat parce que la priorité a été jugée au renforcement des services publics locaux, des créations de maisons France Service, remuscler l'État dans les sous-préfectures, là où des faiblesses ont été identifiées. Ouais. D'ailleurs, un héritage, selon le gouvernement, de la RGPP de Nicolas Sarkozy, qui avait finalement désossé un petit peu la fonction publique d'État sur le terrain, là où elle est vraiment nécessaire dans les territoires. Donc, ils ont arrêté ça. C'est pour ça qu'ils n'ont pas rempli leur objectif de supprimer 50 000 postes dans la fonction publique d'État. Donc, crédible ou pas alors? Crédible cette promesse, cet engagement de suppression il va falloir, de 150 000 ce qu'on sait, c'est qu'il faut investir de l'argent en début de mandat, c'est-à-dire que ce n'est pas des économies tout de suite. Quand on nous parle d'économies, il faudrait voir combien Valérie Pécresse à combien elle estime les économies, mais en fait ça prend beaucoup de temps à monter en charge parce qu'au début il faut investir beaucoup dans la numérisation des services, dans la modernisation des systèmes informatiques, et Dieu sait que ce n'est pas facile d'investir et surtout que ça soit efficace pour que les systèmes informatiques marchent vraiment, parce qu'il y a des héritages, ce qu'on appelle la dette technologique, c'est-à-dire que quand on a des systèmes d'information qui datent de Mathusalem, il ne suffit pas d'arriver et de dire j'ai un grand projet pour gérer par exemple, je ne sais pas, toutes les payes de la fonction publique. En fait, on voit que ce genre de grand projet a complètement échoué, notamment au ministère de la Défense pour gérer la paye des armées. C'est un grand projet qui a été lancé, qui a coûté des millions et des millions et qui n'a jamais finalement fonctionné. Parce que c'était trop compliqué de gérer toutes les indemnités, que ce logiciel est arrivé sur une couche de logiciels précédente qui était très très ancienne, et donc ça n'a pas marché. Donc il faut développer par petites touches, il faut embaucher des développeurs internes à l'État ou faire le choix de l'externalisation. Et donc, en fait, tout ça, c'est des choix extrêmement compliqués. Il faut que ça soit efficace. Il faut d'abord investir pour ensuite faire des économies sur les effectifs. Et donc, dans ce livre, les GRAC dont je parlais, ils disent on peut supprimer 250 000 postes de fonctionnaires, mais en fait, au début, il va falloir investir 15 milliards d'euros. Et à la fin, au bout de 5 ans, ça nous donnera 13 milliards d'euros d'économies par an, mais il faut d'abord payer les primes de départ volontaire à chacun, qui sont estimées à peu près à 60 000 euros pour ceux qui partiront en dehors de ceux qui partent à la retraite. Donc c'est quand même, il faut au-delà des slogans de campagne, en disant oui, je vais supprimer tant de postes de fonctionnaires, en fait, il faut que ça soit extrêmement bien pensé et extrêmement bien réfléchi. Et on n'en est pas là pour l'instant du côté Pécresse, apparemment. Si, ça peut, je n'en sais rien. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut que ça soit vraiment bien réfléchi et qu'on voit que l'expérience des précédents candidats et des précédents présidents, ça n'a pas été le cas. Et donc là, il faut bien y réfléchir. Et l'avantage de Valérie Pécresse et d'autres, comme Xavier Bertrand, qui veulent aussi supprimer, elle était au budget. Et puis en plus, il y a la loi de la transformation publique qui donne les outils sur ces plans de départ volontaire. Ils n'ont pas été activés, mais en gros, tous les outils juridiques, la loi est passée, et donc il suffit de se dire on veut investir et donc on veut faire partir des fonctionnaires. Bon, très bien. Juste avant de se quitter, Marc, la couverture du Point qui sort aujourd'hui, climat, ce qu'il faut savoir. On ne sait pas déjà tout, on sait beaucoup de choses déjà. On sait beaucoup de choses, mais on ne sait pas forcément comment on va arriver à zéro émission nette en 2050, puisque c'est l'objectif européen et l'objectif de la France. Et c'est là qu'on a un spécialiste qui est professeur au Collège de France, Christian Gaulier, qui nous explique un peu qu'est-ce qu'il va falloir faire et pourquoi en fait, l'outil de la taxe carbone ou du marché des droits à polluer du carbone, enfin tarifier la pollution, le carbone, c'est la seule solution en fait qui peut marcher. Il faut évidemment on fait le contraire en ce moment, il est question qu'on baisse les taxes sur l'essence. Bien sûr, et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on va un peu à l'inverse de ce qui est dit. Ça peut marcher, même si l'expérience de la taxe carbone au début a donné les gilets jaunes, il faut que ça soit mieux pensé, il faut redistribuer cette taxe à ceux qui sont le plus impactés, mais en fait, ça permet de décentraliser les décisions d'investissement et que ça ne soit pas quelqu'un de l'administration qui dise « ah bah moi, je considère qu'il vaut mieux investir là-dessus ou là-dessus », et en fait, on perd beaucoup d'argent public à investir sur des choses qui ne sont pas efficaces. Par exemple, on a subventionné le prix de l'électricité solaire pour tous ceux qui installaient des panneaux sur leur maison, ça a coûté
extrêmement cher. Ça revient à un prix de la tonne de CO2, l'équivalent tonne de CO2, c'est un prix délirant pour une efficacité qui est vraiment extrêmement limitée. Donc il aurait mieux fallu, depuis le début, faire autre chose. Et donc, ce que permet la taxe carbone, c'est justement de décentraliser aux acteurs la décision de savoir dans quoi investir, qu'est-ce qui est rentable et qu'est-ce qui ne l'est pas. Il faut que le prix soit prévisible à une échelle de temps pour que les Français et les entreprises, beaucoup les entreprises, transforment leurs pratiques. Et tous ceux qui vous disent dans la campagne présidentielle, vous inquiétez pas, les ménages ne seront pas touchés, ce ne seront que les entreprises qui paieront, ils vous mentent. Bon, tout ça est à lire cette semaine, ce week-end, tranquillement, dans Le Point. Merci beaucoup, Marc. Merci, Marc Vigneault. Bye.